Nous, on veut des HLM au cœur du quartier qu'on aime. Nous, on veut des HLM au cœur du quartier qu'on aime. OK. Vise à aller dans toutes les régions du Québec pour entendre les témoignages de personnes qui vivent les problèmes de logement. On a mis sur pied la commission populaire en espérant que les gouvernements entendent ces voix et prennent acte qu'il faut agir rapidement, qu'il y a urgence pour régler les problèmes de logement au Québec. Québec 2013. Société prospère. Pourtant, dans cette société parmi les plus riches au monde, 260 000 familles vivent dans un logement inadéquat ou sans logement. Pour des milliers de Québécois, il est devenu plus difficile de se loger que de se vêtir, s'éduquer ou se faire soigner. Le droit au logement est mal connu. Un grave problème de logement sévit au Québec et prend des allures de drame dans plusieurs régions. Comment en est-on arrivé là? C'est pour documenter la situation du logement que le FRAPRU organisait en novembre 2012 une vaste commission populaire à travers le Québec. Parcourant les 17 régions administratives, la commission a tenu des audiences publiques dans 19 villes, en commençant à Coudjouac, au Nunavik, et en terminant dans la réserve autochtone de Lac-Simon, en Abitibi. Malgré nos différentes représentations, malgré nos pressions, malgré nos nombreuses interventions médiatiques de différents ordres pour parler des problèmes de logement qui persistent au Québec, les gouvernements sont un peu inébranlables et il y a des gens qui continuent à vivre dans des conditions de logement, notamment, et de pauvreté qui sont totalement inacceptables. J'ai l'impression que, pas juste l'impression, la conviction depuis plusieurs années déjà que le problème du logement s'est rendu marginal dans les préoccupations autant de la population, des médias ou des gouvernements. C'est plus quelque chose qui est vu comme aussi important. Crise du logement. Une expression qui ne fait plus souvent les manchettes depuis celle qui a frappé au début des années 2000. Pourtant, plusieurs régions du Québec vivent une crise du logement sans précédent. La course à l'exploitation des ressources naturelles engendre un développement régional agressif. Mais le boom économique qui en découle ne fait pas que des heureux. C'est notamment le cas à Sept-Îles et à Rouyn-Noranda. Que je travaille dans le communautaire depuis 15 ans. J'ai un beau travail qui me permet de m'épanouir. Fait que c'est ce qui fait que je reste à cette île. Présentement, c'est ça. Dans les grosses usines ici, ils sont à la recherche de main-d'œuvre. Ils sont en manque de main-d'œuvre. Fait que les emplois sont bons. Fait que je pense que ça l'attire beaucoup les gens. Le revenu annuel d'un travailleur d'une usine ici fait en moyenne, puis ça c'est s'ils ne font pas d'overtime, là, ils font au-dessus de 100 000 par année, juste une personne qui travaille à Alouette. Là. Alouette, c'est l'aluminerie ici. Je ne sais pas quel est le rôle du privé, mais le constat, c'est que c'est le privé qui occupe l'espace du logement, de la construction du logement, de la gestion du logement, pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de réglementations. Je veux dire, il n'y a pas d'incitatif, ce n'est pas intéressant du point de vue de leur objectif qui est de maximiser les profits. Il y a
beaucoup de pratiques délinquantes, mais il n'y a pas que des pratiques délinquantes. Il y a aussi la délinquance de l'État, dirais-je, jusqu'à un certain point, qui ne semble pas préoccupé d'équilibrer le marché. Hein. C'est un État moins interventionniste, moins responsable sur le plan de la réalisation du droit au logement. Il n'y a pas beaucoup de disponibilité de logements vacants. Fait que présentement, les propriétaires ont un petit peu le gros bout du bâton en exigeant souvent que des travailleurs. Puis on le voit fréquemment dans les journaux. Les appartements sont affichés pour travailleurs seulement. Ceux qui sont affectés, c'est vraiment la classe pauvre et la classe moyenne, là, les travailleurs et les employés de service là, qui ont des revenus de 30-40 000, mais qui payent des loyers présentement pour des 3,5 à 600 $. Et on voit disparaître la classe moyenne, finalement. C'est quoi la privatisation du développement immobilier? Bien, c'est des condos qui poussent comme des champignons. On vit actuellement à Havre-Saint-Pierre les effets collatéraux du projet Rommel. Il n'y a pas de logement. Ben, je dois avoir des logements primordiaux, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de logement disponible à Havre-Saint-Pierre. Il n'y a pas de maison à vendre à Havre-Saint-Pierre. Il n'y a pas de maison mobile à vendre. Puis quand il y en a à vendre, bon, on vend des maisons mobiles à 180 000 $ et on vend des maisons à 400 000 $. Le taux de vacance de logements familiaux est de 0,2 % dans notre secteur. Alors, 8 200 petits logements en condo dans des tours de 7 étages, ça répond probablement bien aux besoins des développeurs, mais ça répond très mal aux besoins des gens du quartier. J'ai 534 $ par mois et le logement m'en coûte 425. Regarde, à un moment donné, là, faut que tu manges, faut que tu vives. À l'extérieur des régions ressources, d'autres problèmes frappent de plein fouet. Depuis le début des années 2000, presque partout au Québec, les logements locatifs se font de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Mais la situation pourrait s'aggraver. En 2012, on construisait à peine plus de 7 000 logements locatifs dans l'ensemble de la province. Mais on a mis en chantier 16 000 condos. Mais on donne accès à quoi? Dans le cas de Montréal, c'est rendu un peu étrange. On donne accès à la propriété, certes, pour des condos à, disons, 200 000 $, disons, dans des quartiers relativement populaires, où, en fait, on se retrouve à acheter un 4,5. Oui, neuf, mais construit avec des matériaux d'assez basse gamme. Donc, on donne aux gens accès à la propriété, mais est-ce qu'ils ont une meilleure qualité de vie grâce à ça? Est-ce qu'ils payent vraiment pas cher? C'est pas certain. Est-ce qu'ils se ramassent pas avec beaucoup de problèmes à venir dans des réparations, des trucs comme ça? Ça se pourrait aussi. Et est-ce qu'ils sont pas en train, en fait, en achetant tout le monde plein de condos, de créer une bulle immobilière? Des programmes pour venir en aide aux locataires existent depuis des décennies. Le logement social est reconnu par tous les experts comme la meilleure solution aux problèmes de logement. Ça veut dire construire des coopératives, des habitations à loyer modique et des organismes sans but lucratif d'habitation. Les besoins sont criants et les solutions sont connues. Et pourtant, les autorités publiques se désengagent de plus en plus. Ottawa, qui a toujours joué un rôle important en matière de logement, transfère de plus en plus la responsabilité aux provinces. Québec, de son côté, a promis de construire un maigre 3 000 logements sociaux en 2012 dans le cadre du programme Accès Logis. Un nombre nettement insuffisant quand on considère que 37 500 ménages sont sur une liste d'attente pour un logement en HLM. En fait, il ne s'est pas construit une seule HLM depuis près de 20 ans. Quand des locataires acceptent des hausses de loyer abusives en janvier, février et mars, quand on a plusieurs appels de locataires qui nous disent que mon propriétaire augmente de 20, de 40, de 70, de 100 $ par mois, est-ce que le droit au logement est respecté? Non! $1 que tu n'investis pas en logement, immédiatement, il va te coûter pas mal plus cher que ça en santé et en services sociaux.
Le ministre Gaudreau doit faire plus de logements sociaux. Le ministre Gaudreau doit faire plus de logements sociaux. Le ministre Gaudreau doit faire plus. C'est le message du ministre Sylvain Gaudreau. Bonjour, je suis avec intérêt la tournée de la Commission populaire itinérante sur le logement et c'est avec regret que je ne peux être présent aujourd'hui pour vous rencontrer dans ma circonscription. Il y a au Québec 261 000 ménages locataires qui ont des besoins impérieux. Impérieux, là, le terme dit ce qu'il y a à dire, c'est pressant. De logements, à coût de 3 000 logements, même pendant 5 ans, on va être très, très, très loin de répondre à ce besoin-là. Et le FRAPRU, ce qu'on pense, c'est ce que le Logement Travail pense aussi, c'est que ça prend 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans à l'échelle du Québec. Au logement! Au logement! La pénurie de logements, c'est une des raisons, entre autres, qui explique que le coût des loyers ait augmenté à Saguenay de 17 % depuis 5 ans. Le coût moyen actuellement est de 528 $ par mois. Une personne seule à la solidarité sociale ou à l'aide sociale plus particulièrement a un revenu mensuel de 589 $. Le coût moyen est de 528 $ pour se loger. Comment voulez-vous, une personne seule, arriver avec même pas 600 $ par mois? C'est absurde au Québec en ce moment avec le coût des loyers, le coût de l'électricité, puis le coût... Juste ça, le loyer, l'électricité, la nourriture. Essayer de faire un budget qui fit dans 600 $ par mois, c'est impossible. À l'échelle du Québec, le coût moyen des loyers était de 662 $ par mois en 2012. La Société canadienne d'hypothèques et de logement considère que pour pouvoir bien répondre à ses besoins essentiels, chaque ménage ne devrait pas consacrer plus de 30 % de son revenu pour se loger. En 2006, une famille locataire sur 3 payait plus de 30 % de son revenu en loyer et 1 sur 6 dépensait plus de la moitié de son revenu pour se loger. Je suis intervenante, je travaille dans un organisme communautaire, j'ai un conjoint qui travaille. On s'entend en dessous de 2000 $ pour un 5,5. Pas chauffé, pas éclairé, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est pas parce que j'ai pas fait des démarches ailleurs, j'en ai fait partout. Mais comment voulez-vous vous intégrer à la société, que ce soit sur le marché du travail ou par le loisir, peu importe, quand votre besoin primaire de te loger adéquatement n'est pas comblé? Quand vous disiez tantôt de couper dans la nourriture, c'est même plus de couper dans la nourriture, mais dans la dignité. Faut que je coupe à quelque part, là. Ça veut dire nourriture, oui, mais ça veut dire aussi hygiène, là. La personne, elle veut s'en sortir, elle veut aller travailler. Le savon, juste le savon à linge, là, c'est rendu 12-13 $. Tu es en entrevue, ton linge n'est pas nécessairement neuf, propre. Il te reste juste comme solution de coucher devant un shop, puis monsieur, je veux venir travailler, là. On est rendu là, là. On a toujours l'impression que c'est les gens à faible revenu sur l'aide sociale, les gens qui ont des pensions de vieillesse, les aînés. Mais quand tu travailles au salaire minimum aussi, puis que ton salaire n'augmente pas, mais que toutes tes dépenses augmentent, puis le peu d'indexation que tu as, c'est toutes les gens, c'est une grande tranche de la population maintenant qui est victime de cet effet-là. Si tu cherches un logement, il n'y en a pas à louer. Les propriétaires ont le gros bout du bâton dans ce temps-là parce que c'est eux autres qui choisissent les locataires, c'est plus les locataires qui magasinent leur logement. Ça donne vraiment cours aux pires abus, à des discriminations, un marché du logement parallèle. Mais je sais qu'on la vit puis on la voit au quotidien quand on est dans le milieu communautaire, des gens qui ont de la difficulté à trouver des logements, qui soient chers ou non, là. Quand ils se présentent, si le propriétaire sait qu'ils sont sur l'aide sociale, qu'ils sont à faible revenu, qui ont des enfants, les immigrants, il y a plein de catégories de gens qui sont ciblés puis qui ont de la difficulté. Il y a discrimination là qui se fait automatiquement. Je faisais de la recherche de logement. Je me faisais refuser parce que j'étais sur l'aide sociale. Certains immeubles me refusaient parce que j'avais un enfant, ils n'acceptaient pas d'enfants dans les immeubles. Ça m'est arrivé d'avoir parlé avec le propriétaire, d'avoir réservé l'appartement. Et quand il voit les personnes arriver, on s'est entendu, on a pris un rendez-vous. Quand il voit les personnes arriver, mon appartement a été loué. Vous avez des enfants, est-ce que vous avez des animaux? Ah, OK, excuse-moi, est-ce que vous êtes de quelle nationalité? De quelle race que vous êtes? Ça, je trouvais que c'était comme un peu poussé trop fort comme question.
Il n'est pas rare que les nouveaux arrivants ou les membres de communautés culturelles soient victimes de discrimination. Mais la difficulté de se faire accepter n'est pas le seul défi des immigrants. We see in our individual services center every day tenants who are in extremely vulnerable situations, who are victim to landlords who abuse of their power. Puis les gens qui viennent me visiter disent ça c'est dangereux, ce sont des moisissures. Je ne sais pas ce que c'est les moisissures. And who are unable to defend their rights very simply. Donc dans ce moment, tous les enfants, ma femme, sont malades. Dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, l'organisme Genèse vient en aide aux nouveaux arrivants pour les informer sur leurs droits, notamment en termes de logement. So I see you had a housing problem. Yes. There's cockroaches and some mice. How's that going now? People have rights and people don't know how to go about getting those rights. People have problems and they don't know how to go about resolving those problems. For instance, new immigrants, in my own personal opinion, observation, sometimes they're afraid. They don't want to offend the landlord. They don't want to be thrown out. Les communautés autochtones n'échappent pas aux problèmes de logement. La situation y est souvent dramatique et le problème est souvent négligé. On va dire un langage autochtone. On va faire le tour. La plupart du monde ils vivent dans une maison comme je dis, abandonnée, laissée par quelqu'un d'autre. Ils font des travaux dedans. Ils font ce qu'ils peuvent pour améliorer la maison. On vivait mieux dans le bois que vivre sur la réserve. Parce qu'on avait au moins nos tentes, puis on pouvait le déplacer pour déménager à telle rivière, puis là où étaient les animaux. Fait que c'est ça. C'est ça au lac Simon. Moi, je suis famille d'accueil au lac Simon. Puis, maximum, présentement, j'en ai 6 jeunes qui habitent ici. Mais ils n'ont pas toute la chambre. Quoi qu'ils mettent le rideau parce que c'est froid là. Quand il commence à faire froid ici. C'est comme l'espace dans nos affaires, puis il fait froid la chambre. Oui, j'ai du passionnel, même les animaux. Moi, quand j'ai rentré, mon mur ici, il a craqué, puis il a resté de même. Puis ça a resté, comme tu vois, brisé. Il n'a pas eu nécessairement le financement pour arranger mon loyer. Quand on m'a dit que la maison, il allait être à moi, j'essayais de le faire beau pour que ce soit convenant pour moi, mais ce n'est pas le cas. Je suis toute seule à payer parce que c'est juste moi qui travaille dans la maison. Dans les réserves, c'est le conseil de bande qui administre les parcs de logements locatifs et les fonds alloués par le fédéral. Il loue les maisons aux membres des communautés qui ne peuvent pas, sur le territoire d'une réserve, être eux-mêmes propriétaires de leur terrain. D'une durée de vie d'à peine 15 à 20 ans, les maisons sont mal construites. Avec une population qui croît rapidement et une maison sur 4 qui nécessite des réparations majeures, les fonds reçus ne parviennent tout simplement pas à répondre aux besoins. J'ai une famille de 4 enfants, plus mon fils avec ses 2 enfants qui a de la visite. On est beaucoup dans la maison. Et moi, je suis déjà mère de 8 enfants, mais mes enfants sont tous adultes. Puis j'ai 14 petits-enfants. Oui, il y a une liste d'attente. Je pense qu'il y en a 100 personnes qui attendent une maison. Puis la communauté peuvent construire jusqu'à 3-5 par année. Avant, on pouvait en construire 20, là, mais là, ça a beaucoup diminué depuis
les 10 dernières années à peu près. Ça fait, je dirais, 4 mois maintenant qu'ils sont dans ma vie, là, le DPJ. Parce que j'avais la misère à trouver une stabilité pour ma fille qui va à l'école, puis mon déménagement, puis tout le stress que je vivais. J'avais la misère à fonctionner. Il disait que je faisais vivre l'instabilité constamment à mes enfants, puis l'insécurité. Quand il me disait ça, je me sentais comme impuissante, puis ça me faisait de la peine. C'est sûr, là, je vois mes enfants, je vis dans une petite chambre, puis on est tous entassés là-dedans. Là, ça fait 2 rapports accablants dans lesquels la Commission des droits de la personne explique en long et en large la véritable crise sociale qui est vécue dans le nord du Québec. La violence familiale est 10 fois plus élevée qu'ailleurs au Québec. On y trouve le plus haut taux de suicide. Un enfant sur 3 fait l'objet d'un signalement à la DPJ. Et souvent, 12 à 15 personnes habitent dans un même logement. Au nord du 55e parallèle, le Québec est peuplé à 90 % par des communautés inuites. Même si le Nunavik n'est pas couvert par la loi sur les Indiens et que l'administration y est différente que sur les réserves autochtones, le désengagement du gouvernement fédéral y fait tout aussi mal. Le surpeuplement touche un ménage sur 2. Le Nunavik détient la palme non enviée du plus haut taux de surpopulation par maison de tout le Canada, statistique 2006. Il y a un phénomène qui touche tous les groupes inuits du Canada, c'est la migration vers les villes. Les causes de l'itinérance à Montréal sont liées directement à la crise aiguë du logement. Il manque en ce moment 1000 logements. Ailleurs au Québec, la situation est loin d'être facile. Dans toutes les villes où la commission s'est arrêtée, des citoyens ont témoigné des conditions déplorables dans lesquelles ils doivent vivre. Faute de moyens, beaucoup de locataires habitent dans des logements inacceptables. La CSST m'a envoyé promener, comme bien sûr. Hein. Je suis pas instruit, je ne peux pas me défendre. Là, les avocats, ci puis ça. Quand tu es rendu sur l'aide sociale, les avocats, tu as droit à l'aide juridique, mais en tout cas, c'est pas fort. Puis c'est même pas sûr si c'est acceptable pour cette cause-là. Fait que tu te ramasses sur l'aide sociale, puis tu te ramasses dans les taux yeux, esti. En tout, ça me coûte 600$, ça. Bon, c'est le gaz naturel, là, cette petite machine-là, là, ça consomme 300$ par mois. Ben oui, c'est ça. Puis regarde, viens voir ici. Juste en avant des bottes, tu vois ça? La grosse moisissure? Je sais pas comment dire grosse que c'est, là, mais en tout cas. Ah, mes petits boboy, ça c'est ma petite fille. Ah, Sarah, ma petite fille. Peut-être que dans le sous-sol, faut pas trop en demander aussi, là, mais quand t'es pauvre, t'es dans le sous-sol. Là. Peut-être devrait condamner ça, faire un entrepôt avec. Parce que mes voisins à côté, là, c'est des lockers. OK? On estime environ 10 % du parc de logement qui nécessiterait des réparations majeures, puis une grande proportion de ce 10 %-là, à notre avis, c'est des logements carrément insalubres. Alors, je suis ici comme infirmière. Je vois des enfants ou des parents qui ont des punaises de lit, des souris. L'autre situation, c'est les moisissures. Donc, des enfants qui viennent me voir régulièrement, des toux qui durent des mois. Si tout le monde s'y mettait, on pourrait peut-être apporter une solution à plus long terme parce que la situation est intenable. Je suis monoparentale avec 5 enfants, donc c'est pas évident de se trouver un logement. Il y a beaucoup de discrimination envers les enfants quand on fait de la recherche de logement. Quand on est arrivé, moi j'ai fait tout le ménage, j'ai tout nettoyé, j'ai peinturé. Puis en peinturant, ben là, c'est là que j'ai commencé à voir la moisissure en dessous des éviers dans la salle de bain. Il a posé un plywood par-dessus la pourriture. Puis là, il avait mis des tuiles comme ça, c'est des tuiles autocollantes, que c'est pas recommandé pour mettre dans une salle de bain. Vois-tu? Donc, c'est un problème qui n'est pas banal, qui est majeur. La crise du logement, c'est aussi les familles qui doivent composer dans des logements, qui doivent vivre dans des logements insalubres. Les familles
s'en vont pas à la rue, ça leur prend un toit. Donc, la seule alternative qui leur reste, c'est des logements comme celui-là. Ça fait partie de la réalité de la crise du logement. Ça fait 8 fois en 2 ans que je déménage, puis c'est tout le temps de même. Puis, des fois, c'est un peu moins pire, des fois, c'est pire. Mais j'ai vraiment hâte de trouver une place, puis d'être bien, que mes enfants ils soient là, puis je ne sois pas obligée de déménager à tous les 3-4 mois. Je comprends pas pourquoi cette condition-là doit être acceptable. Je crois que tout le monde dans la population devrait réussir à se loger de façon convenable. Dans un endroit comme au Québec où il y a de l'argent pour permettre aux gens d'avoir des conditions de vie décentes, mais qu'on le fait juste pas. On parle de dignité humaine. C'est parce que ces gens-là sont démunis et pauvres qui n'ont pas le droit aux 2 litres de liqueur, un sac de chips et le film un vendredi soir comme vous et moi? Ou de, regarde, tu prends ce logement-là, tu fermes ta gueule parce que c'est juste ça que tu as le droit de te payer, puis tu peux pas autre chose, puis assume. Ouais, ça se peut pas, là. Avoir accès à un logement abordable et salubre, c'est une chose, mais il faut aussi être capable d'y rester. Il n'est pas rare de voir des gens, parfois des familles entières, se retrouver à la rue parce qu'ils ont été expulsés de leur logement, incapables d'en assumer les coûts. Quand les choses sont rares, elles sont plus chères, puis il y a seulement ceux qui sont plus riches qui peuvent les avoir. Ça, c'est l'aspect qu'on ne nous dit pas. Tu sais, quand on nous dit, c'est la règle du marché, l'offre et la demande, quand c'est plus rare, c'est plus cher, on arrête là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si c'est plus rare et plus cher, seulement ceux qui ont les moyens de les obtenir les ont. Et là, on est en matière de logement. Donc, c'est pas plus rare, plus cher, plus luxueux, et tant mieux pour les plus riches. On peut pas imaginer que les gens n'ont pas de logement parce qu'ils n'ont pas les moyens et que c'est la logique du système qui le veut comme ça. C'est une injustice. On a aimé rappeler que depuis 1989, le Canada avait adopté à la Chambre des communes, à l'unanimité, de viser à mettre fin, à éliminer la pauvreté d'ici l'an 2000. 12 ans plus tard, l'an 2000, je pense qu'on peut constater que la pauvreté n'a pas été éliminée et, dans le fond, qu'elle a surtout augmenté. L'ampleur du phénomène à Montréal augmente de plus en plus. Les services d'hébergement pour hommes, pour femmes, pour jeunes débordent tout le temps. Mais en 2001, vous savez, quand les taux d'inoccupation ont vraiment descendu de façon drastique, on a atteint pour la première fois 100% de taux d'hébergement à la Maison de l'Aubrivière. Et en 2003, 2004, 2005, on a offert des refuges d'urgence pour pallier au débordement des refuges. Et depuis ce temps-là, je vous dirais, il n'y a pas grand break au niveau du débordement des refuges. Les problèmes d'itinérance, justement, les problèmes de gens qui n'ont pas accès à des logements, ils se différencient de région en région, mais ils sont présents partout. Il y a des gens qui couchent dans le char à Rouen, et c'est pas toujours pour faire des chansons, c'est aussi parce qu'ils ont une situation de logement extrêmement difficile. Les drames personnels, problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, problèmes de santé mentale, toutes sortes de raisons qui peuvent t'amener à la rue. Donc, l'itinérance, ce n'est pas qu'un problème de logement. Mais il y a toujours un problème de logement dans l'itinérance. Puis, ça va faire là, 3 ans que j'ai mon logement. C'est vraiment ça là, qui m'a mis la barrière du bon côté, en disant, là, non, moi, je ne veux plus passer à l'autre barrière. J'ai été invité à venir témoigner comme ex-toxicomane et ex-itinérant. C'est ce que je voulais dire, là, c'est pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore un logement qu'il faut continuer à travailler et qu'il ne faut pas jamais lâcher. C'est vrai qu'il y a une question de chance aussi, mais il y a une question de travail et il y a une question aussi d'encadrement que j'ai été me chercher. Et cet encadrement-là a été 3 ans avec moi avant d'avoir un logement. Et là, j'ai eu un logement, ça a été comme le mur de sécurité qui me manquait, là. C'était ça que ça me prenait. Ça coûte 5 fois plus d'argent la répression de l'itinérance. Le processus judiciaire qu'entraîne la répression de l'itinérance de personnes qui dorment sur des bancs de parc, de personnes qui flânent parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, de personnes qui sollicitent, qui mendient. Ces gens-là, ça nous coûte, comme société, 5 fois plus que si on investissait dans le logement social pour eux. Mais quand une personne n'a pas de logement, bien, sa possibilité d'être un bon citoyen est très visiblement atteinte. Même chose pour le droit à l'éducation, même chose pour la santé. On va pouvoir faire le tour de tout le catalogue des droits et libertés. Et on peut prendre n'importe lequel des droits et libertés si les autres sont atteints. Le logement est un droit fondamental.
le Canada et le Québec l'ont reconnu en adhérant au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Ce pacte-là, c'est une précision des engagements qu'il y a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien, le Canada et le Québec se sont engagés à respecter ça. Et non seulement à le respecter, mais à mettre tous leurs moyens de façon progressive pour que ces biens, que ces droits-là soient de plus en plus respectés. Ils ne le font pas. La question que tu dois te poser, puis c'est la question un peu qu'on pose durant la commission, c'est est-ce que les États, aussi bien canadiens que québécois, agissent au maximum de leurs ressources disponibles pour assurer ce droit-là dans un pays qui est riche? Des dizaines de groupes communautaires se battent à tous les jours pour faire reconnaître le droit au logement. Ils réclament que les gouvernements financent davantage le logement social. Mais le gouvernement fédéral fera le contraire. Au cours des prochaines années, 127 000 logements sociaux seront touchés par la fin des subventions à long terme aux coopératives, aux OSBL d'habitation et aux HLM. En 2032, le Canada aura cessé tout financement à long terme de logements sociaux. Le désengagement du fédéral menace cette forme d'habitation-là. Les subventions cessent avec l'échéance de la première hypothèque. Les conséquences sur les membres sont les suivantes. Les membres à faible revenu perdent leurs subventions. Au départ, ce mode de logement-là avait été créé pour une mixité sociale, mais la mixité sociale est menacée par la fin des conventions des coopératives. Qui dit fin des conventions, dit fin des subventions. Comment seront financés l'entretien et la rénovation des logements sociaux? Les gouvernements n'ont toujours pas prévu des alternatives de financement. Et les villes, quel est leur rôle? Les municipalités peuvent jouer un grand rôle en habitation. Elles peuvent protéger les logements de la transformation en condos ou encore réserver des terrains pour des logements sociaux. Les villes peuvent aussi s'assurer que le développement urbain ne se fasse pas au détriment des classes populaires. La municipalité apparaît dans l'ensemble des témoignages. C'était pas l'acteur central des politiques de logement il y a 25 ou 30 ans. C'est un acteur déterminant. Lutter contre la pauvreté, ça passe par l'aide aux mal logés. Lutter contre la pauvreté, ça passe par l'aide aux mal logés. Lutter contre la pauvreté, ça passe par l'aide aux mal logés. Ce qu'on a entendu parler à travers le Québec, c'est d'itinérance, de sans-abri, d'itinérance visible, mais aussi ce qu'on appelle l'itinérance invisible. Des gens qui vont de maison en maison, qui sont obligés de déménager parce qu'ils n'ont pas un toit fixe à eux autres. Mais ce qu'on sait, et ce qu'on est venu dire à Mme Marois aujourd'hui, c'est que cette crise-là est suffisamment grave et suffisamment dramatique. C'est pas avec 3000 logements qu'on va résoudre ce problème-là. Ça prend bien plus que ça. Je suis dans un loyer subventionné. Je suis bien là. On est juste 2 logements. C'est le numéro 1. Depuis que j'habite dans une coopérative, moi, je connais la quiétude, puis la sécurité. Puis je voudrais surtout pas perdre ça. Au Québec, grâce à notre historique de lutte sociale, nous avons pu maintenir un certain niveau d'égalité dans la population, même dans un contexte d'inégalité croissante en Amérique du Nord. Mais en 2013, les constats sont accablants. Le marché privé ne peut répondre seul aux besoins. Le financement insuffisant laisse donc des milliers de Québécois dans des situations intenables. La première chose à faire, c'est loger le monde. J'ose même pas dire à un coût abordable, parce que dans un marché troublé, l'exercice du droit au logement, ça signifie pour les paliers de gouvernement que ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est un droit fondamental d'être bien logé, parce qu'on est rendu si près de la mise en péril du droit à la vie. Les pressions qu'on a faites, ça a fait en sorte que depuis le début des années 2000, il y a 38 000 logements sociaux qui ont été annoncés. Bien, rétrospectivement, tu peux dire au moins, si on n'avait pas mené ces batailles-là, c'est clair qu'il n'y en aurait pas eu autant que ça. À une époque où nous redéfinissons nos choix sociaux et économiques, les prochaines années seront déterminantes. Avec notre grande richesse et notre capacité à innover, nous avons tous les outils nécessaires pour faire du Québec une société encore plus juste,
où tous peuvent jouir du droit au logement et répondre à l'ensemble de leurs besoins essentiels. Il nous faut seulement l'ambition collective d'entreprendre de vrais changements.